Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Myriam K de Beaubourg. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette séance spéciale de Jeanne et le garçon formidable. Donc une ressortie 25 ans plus tard. Vous allez voir que le film n'a pas changé, vous donne toujours, pour ceux qui l'ont vu, vous donne toujours la même pêche, la banane, en sortant du film, malgré le sujet difficile. On a la chance ce soir donc d'avoir avec nous une partie de l'équipe. Donc Jacques Martineau, le réalisateur, un des deux réalisateurs. Virginie Ledoyen. Et Laurent Arcaro. Par ailleurs, j'invite aussi Marion Échard de Malavida qui distribue le film à nous rejoindre. Et Lucas. C'est un plaisir de vous avoir tous ce soir ici. Merci. Ça vous fait plaisir aussi de vous retrouver après 25 ans? Moi, ça me fait hyper plaisir. Et puis, je n'ai pas vu Laurent depuis 25 ans. Donc, c'est vraiment, littéralement. Donc, vous avez ça, des retrouvailles qui me font extrêmement plaisir. Je parle parce que moi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir être au débat après. Vous aurez évidemment Jacques. Non, mais je sais, j'allais dire Act Up. Oui, oui, c'est ça. Voilà, Laurent, enfin, bon, et pas moi. Non, Laurent non plus. Laurent non plus. Et non, alors bref, tout ça pour vous dire que c'est super émouvant et plaisant d'être ici. C'est un film que j'adore, que j'ai adoré faire, que j'ai adoré lire, que j'ai adoré faire, que j'ai adoré voir, que j'ai revu il y a 5 ans à Lyon au Festival des Lumières, qui m'a... Alors quand on le voit 20 ans plus tard, évidemment on s'oublie davantage parce que 20 ans ont passé, donc c'est comme si on voyait quelqu'un d'autre, on se dit ah, c'est super, je suis bien dedans et tout. Et là même tu devrais mettre les macarons. Oui, je vais mettre les macarons, ouais, bon. Mais non, mais tout ça pour dire que c'est un film très fort, je sais pas. Alors je vois qu'il y a des jeunes gens, donc je pense pas que vous l'ayez déjà vu, donc je vous invite de découvrir ce film. C'est un film qui est... D'abord c'est un film important. C'est un film important parce que c'est un film qui marque son époque. Alors vous verrez, il y a des francs, il n'y a pas de téléphone portable. Mais par ailleurs, c'est un film qui parle d'un sujet éternel qu'est l'amour, qu'est le désir, qu'est la vitalité, qui parle d'une époque où le sida, on en mourait. Il n'y avait pas encore la trithérapie. Il y avait une exclusion des malades, des séropositifs. Il y avait une politique en place qui était très violente, très dure. Et puis c'était Act Up qui faisait des manifs assez hardcore et dont je pense vraiment que la société avait besoin. Et tout ça dans une comédie musicale où malheureusement et je rends hommage à Élise Caron qui m'a doublée parce que je suis la seule du film qui ne chante pas. Tout le monde chante, sauf moi. Mais c'est pas grave, j'ai quand même adoré faire du playback et tout ça. Et c'est un film qui parle d'un sujet grave, important, fort, d'une manière vivante. Et on a pu... Enfin, il me semble que c'est le premier film... il y avait eu Les Nuits Fauves quelque temps avant, mais c'est le premier film qui parlait de cette maladie avec joie. Ça peut sembler antinomique et paradoxal, avec légèreté et surtout avec une envie de vivre. Et en fait, on tombait amoureux. On ne tombait pas amoureux d'un malade, on n'était pas plus amoureux parce que l'autre était malade, on était amoureux et que la vie, elle est faite de rencontres, de hasards, de fatalité aussi. Et voilà, et tout ça comme un peu, je parle de Demy, Jacques Demy et pas Mathieu, qui faisait des comédies musicales, et c'était toujours des sujets très graves, et c'est comme des petits bonbons empoisonnés.
c'est tout rose, c'est tout joli, on a plein de couleurs, on chante, on danse, et en même temps c'est noir, et de pouvoir faire un film qui confronte une vraie réalité sociale à un genre cinématographique qui peut sembler un peu suranné, j'ai trouvé, et je trouve encore que c'est une idée absolument merveilleuse, et j'espère que le film vous plaira, vous bouleversera, et vous rendrez compte de la chance qu'on a aujourd'hui. C'est pas un discours passéiste, hein, mais vraiment on a du pouls. Et merci à Jacques et à Olivier qui est pas là, merci à Malavida de distribuer le film 25 ans plus tard. Merci à Laurent d'avoir été mon partenaire, vous verrez. Moi j'ai pas oublié. Et merci à MK2 de nous recevoir et merci à vous d'être là. Malgré l'omniprésence de la mort. Exactement. Bah, tu peux, Exactement. Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Et ce que je voudrais, tu as très très bien parlé, c'était formidable. J'ai énormément de plaisir à revoir tout le monde et je crois qu'il s'est passé ça, en tout cas là dans ma vie d'artiste que j'ai depuis qu'on s'est revu et rencontré finalement aussi, c'est que en tout cas c'est la première fois dans un tournage que j'ai trouvé. On s'est tous très très bien entendus. Je ne sais pas si ça transparaît là-dedans. Il y a des amitiés qui sont nées. Je racontais ça tout à l'heure. Il y a des amitiés qui sont restées. Et ça dure depuis 25 ans, plus de 25 ans. Et ça, pour moi, je trouve qu'il y a eu ça qui a été généré avec Jacques et Olivier qui ont réussi à faire tout ça. À nous manager. À manager une équipe d'amis. Manager une équipe d'acteurs, de chanteurs. C'est dommage que tu n'aies pas chanté parce que si tu as eu un peu de temps, tu l'aurais fait. Si je me souviens de ta belle voix. Oui, enfin bon. Oh là 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 là. Oui, voilà. Enfin, il aurait fallu tout changer, hein, la tessiture, mais j'aurais adoré. Mais c'est pas grave. Et Elise Caron, elle fait un travail, qui est donc la jeune femme, l'artiste qui me double. Elle fait un travail divin. Je croyais que c'était moi qui chantais. Mais le film est fort et c'est ça aussi qui transparaît, c'est la légèreté de l'amitié, la légèreté de l'amour, et ce qui peut en être grave, intense aussi, c'est-à-dire ce qui peut rester d'important. Moi je sais que ce film m'a aussi beaucoup marqué et il a marqué énormément de générations, ça je le sais aussi, parce que c'est la première fois, tu l'as dit très bien, donc je ne vais pas te répéter, on en parlait quoi. Je dis, ouais, il se passe ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ? Il y a eu le MLF, il y a eu tout ça. On fait quoi maintenant ? Il y a ça les gens sont beaux, et les gens vivent, et les gens sont pas moribonds. Ils peuvent s'aimer. Et ils s'aiment. Moi, je vais parler très brièvement parce que vous allez m'avoir après, donc ça va. Vous remercier. Alors, excusez Olivier qui n'est pas là parce qu'il est à Sifour ce soir, Sifour, il fait une petite tournée dans le sud. Moi je suis remonté parce que j'avais cours ce matin, donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Mathieu qui est resté bloqué sur un tournage, les réalisateurs franchement. Et voilà, et c'est tout, vous remercier évidemment d'être là. Je pense qu'en fait on n'a plus vraiment de débat à faire, Virginie a tout dit. Non mais je vous dirai des choses sur elle après. Oh là oui, voilà. Je laisse une petite caméra espionne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Oui, alors je pense que tout le monde a compris, hein, c'est une ressortie nationale, il faut le dire, hein, c'est Malavida, donc il faut faire la pub pour que le film reste encore à l'affiche ici, pour qu'il vive un peu longtemps. Et surtout, ce que vous allez voir, c'est une copie qui a été, donc, on dit restaurée, c'est un peu trop, mais numérisée. Donc vous allez voir le film comme vous l'avez. Alors, il y en a ici, c'est clair, qui ne l'ont pas vu en 98, c'est bon. Comme vous ne l'avez pas vu en 98, parce qu'il est carrément plus beau. Enfin, vraiment, c'est vraiment une copie extrêmement belle, dont moi, je ne me lasse pas. J'appelle la voix, je me dis, quand même... Et je ferai moi un petit clin d'œil au directeur de la photographie qui nous a quittés, qui n'est plus là aujourd'hui. Ouais. Mathieu Paul. Il est mort, oui, il y a quelques décès. Voilà, il y a eu, et qui, vous verrez, a fait une lumière incroyable, donc j'imagine restaurée. Voilà, on pense vraiment, vraiment à lui. En tout cas, je parle pour tout le monde, mais on pense vraiment à lui. Oui, parce que la dernière fois que Virginie l'a vu, c'était pour les 20 ans. C'était une projection exceptionnelle à Lyon. La copie était dans un état déplorable. Ça sautait dans tous les sens. Non, moi, je suis sorti totalement déprimé. Je me suis dit, ah ouais, okay, là j'ai vieilli, quoi. Là, on a l'impression qu'on a même rajeuni. Parce que vraiment, vous allez voir, la copie est incroyable. Voilà, c'est très beau, quoi. Moi, je vive le numérique, quoi. Merci. Très bien, merci beaucoup. Bon voilà,
On se retrouve à l'issue de la séance donc avec Jacques Martineau et Fred Blacktop pour échanger. Merci et bonne séance. J'insiste toujours pour qu'on aille jusqu'au bout du générique, hein. C'est pour ça que... Voilà. D'abord, je trouve la musique de Philippe très belle, et puis il faut aussi l'effet pour sortir, quoi. Voilà. J'aurais dû insister pour qu'il ne rallume pas. Enfin, ça, je ne peux pas non plus martyriser complètement la salle. Voilà. Donc on est là, méfiez-vous, je suis extrêmement bavard. Donc si vous voulez quand même sortir, aller aux toilettes, prendre l'air... je me vexerai pas pendant le débat, et je pense qu'Actop non plus. Donc voilà. Donc voilà, on est rejoint. Donc. Non, oui, alors moi c'est Fred Navarro, je suis activiste militant au sein de l'association Actop Paris. Merci pour ce film. Parce qu'en fait, c'est léger, ça fait plaisir, malgré le sujet. Et pour la petite histoire, moi ça fait 37 ans cette année que je suis porteur de ce virus. On n'est pas égaux face à la santé. J'ai perdu il y a 13 ans l'homme que j'ai aimé durant 18 ans de vie commune, du sida évidemment. Et moi je suis toujours là et en pleine forme. Je viens de prendre ma retraite, 62 ans. Bravo, c'était presque un objet de blague en 95, 80 Actop. C'est ça, oui, oui. Quand les séropos parlaient de leur retraite, et ça les faisait rire. Vraiment, qu'ils étaient séronégatifs, j'étais très mal à l'aise, mais eux, ça les faisait beaucoup rire. Ah, bon, c'était de l'humour Actop, quoi. On pourra en parler à l'occasion, si vous voulez. Et heureusement qu'on peut en rire. Peut-être il y a des questions, Bernard? Oui. J'avais juste... Oui, j'arrive. Attendez, je vais vous donner le micro. parler fort. Comme ça, on est sûr que tout le monde entend. En fait, le problème dans les salles, c'est une question directionnelle. Moi, si je parle sans micro, vous m'entendez, mais dans l'autre sens. Derrière, Ah, ok, et là vous m'entendez. Ah, moi, Moi, j'entends, mais c'est derrière. Je faisais écho à ce que disait Virginie Doyen tout à l'heure, quand elle disait que c'était, qu'on avait de la chance aujourd'hui, que les choses allaient énormément évoluer. Mais il y a d'autres sujets dans le film sur lesquels je trouve, enfin, au contraire, qui sont très actuels et qui n'ont pas vraiment évolué dans le bon sens. Et notamment la situation des sans-papiers, qui est la première chanson du film. Et c'est terrible ce qui leur arrive actuellement. C'est un traitement médiatique atroce. On les appelait les sans-papiers à l'époque, aujourd'hui on les appelle les migrants. Et voilà, il y a 730 personnes qui viennent de mourir dans un bateau et tout le monde s'en fout. Et donc pour paraphraser Actop, silence égale mort. Donc voilà, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous parler de ça, parce que c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Bah oui, merci. Et juste vous dire que j'ai vu ce film quand j'avais 16 ans. Wow. Donc voilà, vous pouvez faire le calcul de mon âge. Et ça m'a à nouveau bouleversé de la même manière. D'accord, super. Mais Merci. oui, non, mais après, sur cette histoire du sujet, c'est vrai que c'est affligeant, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais attends, mais quand il y a plein de sujets très actuels, comment vous avez fait pour... Mais je dis, mais rien du tout, c'est juste que ça fait 25 ans que ces questions existent, qu'elles sont maltraitées, que la question, on n'a pas... Voilà, moi je raconte l'anecdote, hein, si les rimes... Enfin, la chanson, ça commence par là, c'était pas du tout prévu dans mon premier plan de scénario. Hein. Mais il se trouve que, vous voyez, en fait, le personnage de Jeanne est en partie inspiré par celle qui joue la vendeuse de bouquins, Emmanuelle Goisé, qui est donc chanteuse, avec qui j'étais au conservatoire de Boulogne-Billancourt, et qui travaillait dans une entreprise qui s'appelait Jet Tour. Voilà, et elle était téléhôtesse. C'est elle qui m'a appris, non pas Jet Tour, c'était justement Triton France. Voilà. Et c'est elle qui m'a appris toutes sortes de choses qu'on voit dans le film, et qui m'a parlé de ça, de ce, parce que moi évidemment, c'est pas mon métier, je ne connaissais pas, ce moment où effectivement, à 18h, il y a cette bascule. Voilà. Et donc on a parlé, et il se trouve qu'au moment où j'étais en train de penser le scénario, j'étais dans une manif contre les lois Balladur. Voilà. Et donc les rimes sont en hur, parce que j'avais prévu d'introduire Balladur. Mais quand j'ai fini de rédiger le scénario, Balladur, on avait un peu oublié, la loi avait été votée, puis
détricoté ensuite par la gauche. Donc on a gardé la chanson, j'ai gardé les rimes, mais voilà. Donc ce qui fait que d'ailleurs elle parle, si vous l'écoutez bien, elle parle du droit du sol. Et il se trouve que ça revient aujourd'hui. Mais alors qu'au moment où on a tourné le film, je vais à m'hésiter, je dis bon, les paroles sont plus grandes d'actualité parce que cette loi elle a été votée puis elle a été défaite. Mais bon, malheureusement on tourne en rond, quoi, je crois. C'est ça le problème. Ça s'aggrave. Non, vraiment. D'une certaine façon, oui, je Ouais, pense que ça s'aggrave. Oui. Allez, on bombarde, question. Ils sont prêts. Je prends la parole quand même, si vous permettez, monsieur Martin. Il ne va pas manquer de plaisir. Voilà, écoutez, je tiens d'abord à remercier du fond du cœur monsieur Olivier Ducastel et monsieur Jacques Martineau, d'une part pour leur film, qui est un très, très, très grand film. Autant, au fond, on peut le dire, c'est un chef-d'œuvre. Je n'ai pas de mots superlatifs pour parler de ce film que j'ai vu au moins je sais pas combien de fois dans ma vie, parce que j'ai le DVD d'origine, donc évidemment c'est un immense bonheur pour moi de le voir enfin dans une salle, parce qu'à l'époque où il est sorti, je l'avais pas vu en salle, je l'ai découvert en DVD. Et donc, d'abord merci pour votre film, merci d'avoir répondu à mon interview l'autre jour, c'était un immense honneur pour moi de vous interviewer. Je voulais simplement vous remercier au fond, et vous dire aussi que, comme je tiens à parler de ce film le plus possible et que Virginie Ledoyen m'a dit qu'elle était d'accord pour répondre à une interview de moi, si c'est possible, enfin elle est tout à fait d'accord, je l'ai vu juste avant le film, si vous pouvez juste lui redonner mes coordonnées pour au cas où elle les aurait perdues. Parce que j'y tiens à parler de ce film, plus j'en parlerai, plus je serai heureuse. Virginie, elle est honnête, elle appellera. Je la connais. Merci, monsieur Martin. J'ai aucune inquiétude. Merci en tout cas. Chef-d'œuvre, je prends. C'est l'avantage des 25 ans, c'est que j'ai abandonné toute modestie là. Franchement, voilà, moi je prends. Voilà. Ok, c'est un beau film, très bien, je vous crois. Mais j'ai eu du mal, hein. Faut pas croire. J'étais très fier du film, oui, en 98 pour des tas de raisons. Mais moi, je vois les défauts, bien sûr, les défauts d'écriture, les choses que j'aime moins dans ce que j'ai écrit, les choses peut-être un peu moins réussies sur le tournage, tout ça. Et là, je dois dire que j'arrive à ne plus les voir. Et c'est très agréable. C'est un film important qui parle d'un grand sujet. C'est un hymne à la vie et c'est un film sur la mort. Et tout en étant un film sur la mort, comme je le disais tout à l'heure, c'est un hymne à la vie. C'est ça qui est magnifique. C'est vrai. Oui, là, il y a quoi? Il y a une quinzaine de jours, il y a eu une soirée qui avait été organisée pour les 40 ans de la découverte du virus du sida. Et du coup, 40 ans plus tard, on a beaucoup avancé, enfin la science a beaucoup avancé. Les traitements sont devenus quand même beaucoup plus acceptables, beaucoup plus faciles à prendre, parce que moi j'ai des souvenirs des premiers antirétroviraux qui avaient des effets secondaires abominables, obligés de calculer pour aller d'un endroit à un autre le parcours en sachant que je pourrais m'arrêter en urgence parce que je gerbais, parce que j'avais des diarrhées hallucinantes, enfin vraiment le sale plan. 37 ans après, là ça fait maintenant 10 ans que je suis en bithérapie et indétectable, donc indétectable, non contaminant. Ça a son importance. Voilà, et après, mais tout le monde n'a pas la même chance à ce niveau-là. Quand Christian est mort, ça a été très violent, comme on peut l'imaginer. Mais ce qui a été plus violent encore, c'était ce que m'envoyait la société dans la gueule, en me disant que je n'existais pas, alors qu'on venait de vivre 18 ans d'adresse commune. Je n'existais pas, nous n'étions pas mariés, c'est pour ça qu'après, quand je suis devenu président d'ACT-UP, on a lutté pour avoir le mariage pour tous.
du coup, je n'étais pas son ayant droit et je n'avais aucun droit de regard sur son départ. Mais il se trouve que je me suis bien démerdé parce que j'ai eu un maître de cérémonie génial qui, j'ai pu récupérer une partie des cendres parce qu'en fait, Christian et moi, on s'était promis qu'après nous, on vivrait, quand ça sera mon tour de partir, je partirai avec son petit cendrier et on fera une dernière partouze moléculaire. Avant, c'était plutôt pour jeter sur les cocktails des grandes entreprises. Donc, c'était une autre époque, un peu trash. Oui, d'ailleurs, il faut dire, il y a un certain nombre des danseurs du film qui sont décédés depuis. Oui. Parce que malheureusement, on continue à mourir de sida. Il faut se rappeler ça. Oui, c'était en 2010. Hein. C'était en 2010. Que même sous trithérapie, au bout d'un moment, quand même, ouais. certains organismes lâchent, quoi. Plus on développe des cancers. Enfin, ouais. On va pas faire un coup de prévention aujourd'hui. Un peu. Hein. Allez, on bombarde des questions, n'importe. Technique, comment on fait une comédie musicale. Moi, j'ai juste une petite anecdote à raconter. Au moment du PAX, Philippe Mangeot était à l'époque prof avec mon ex-épouse. Et à la suite d'une manifestation où le ministre de la Culture de l'époque, qui n'avait pas d'épouse, avait manifesté derrière une banderole où il y avait marqué « Les PD au bûcher », m'a téléphoné en me demandant qu'est-ce qu'il risquait s'il faisait le coming out du ministre de la Culture en question. Bon, je l'ai dissuadé, hein, mais j'aurais aimé qu'il le fasse. Ah, avec l'association, on l'aurait fait. Oui, en tant qu'individu, c'est toujours compliqué à faire. Oui, oui, je dois dire que, on parlait du mariage, moi j'ai dit, cette épidémie, elle nous a fait drôle de choses. Hein. Défendre le Pax et défendre le mariage, c'était pas mon truc. Hein. Mais, moi non plus. Hein. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, il faut, voilà, pour des raisons, voilà. Mais dans l'absolu, moi je préférerais qu'on supprime le mariage. Non, et avec Christian, on ne s'est jamais posé la question. Pour nous, on n'avait pas du tout besoin de signer quoi que ce soit. Bah, si, tu vois, on a besoin. Non, mais pas dans nos têtes. Deux vieux punks totalement anards. Non. J'arrive. J'avais juste une question moi, par rapport à la manif d'Act Up qui est filmée justement dans le film. J'imagine que c'était une manif qui a vraiment eu lieu, ou enfin comment vous avez... Oui, c'est une vraie. Mais alors bon, l'histoire, c'est pas très passionnant, mais le film a eu une histoire un peu chaotique dans son tournage, hein, puisqu'on a... bref, ça s'est arrêté, on a changé la distribution, on a été obligé de reprendre le film. Donc en fait, on avait déjà tourné des images. Alors, je pense que c'est une manif du 1er décembre qu'on a tourné. Parce qu'évidemment, après, on se dit, bon, le film se passe en été, on se dit, bon, c'est pas grave, à Paris, il peut faire froid. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais à l'époque, il peut faire froid, même encore en été, donc c'est pas grave. Oui, donc le plan large, c'est vraiment une vraie manif. Oui. Après, tout ce qui est dans la manif, c'est ce qu'on appelle des plans raccords, qu'on est allé tourner l'un derrière, d'ailleurs, rue Française, je me souviens très très bien. Et l'anecdote, c'est qu'Agnès Varda est venue sur le plateau ce jour-là. C'était super mignon, elle était là. Pour voir elle a choisi un jour où son fils il était là, mais bon, c'était rigolo qu'elle ait choisi un jour de manif, je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Pourquoi elle a choisi ce jour-là. Et en fait, on avait tourné dans la manif, on avait des images, mais bon, comme on n'a pas la même distribution, c'est pas. Mais c'est ce qu'on se disait l'autre jour avec Olivier, peut-être que si on fait un arrêt sur image, on nous voit dans la manif. Parce qu'en fait, il doit y avoir la caméra quelque part, on est en train de tourner, quoi. Et j'ai jamais essayé. Voilà, il faudrait le dire, et je pense qu'on y est. Peut-être même Régis. Tu faisais la perche. On est dedans, hein. D'accord. Ouais, ça c'est luxe. Hein. Alors après, le vrai truc de cinéma, c'est quand ils arrivent sur le pont au change, hein, parce que là, il y a des vraies images. Et puis, parce que vraiment, quand on voit le fumigène, tout ça, c'est ce qui nous restait de ces images qu'on avait tournées. Et puis, donc, au 1er décembre. Et puis après, c'est des plans raccordés, tout ça. Et l'anecdote, c'est que
les flics ont débarqué, mais immédiatement. Hein. On avait toutes les autorisations de tournage, mais on a à peine sorti des trucs acteurs qu'ils ont débarqué pour nous arrêter. C'était super drôle. C'était, Ah ouais, à l'époque, on n'était pas en odeur de sainteté, hein. Ça c'est sûr. Ouais. Maintenant, grâce à Romain Campillo, tout le monde adore acteur. Moi j'avais plus une question, vous l'avez un peu évoqué, sur la fabrication du film, de la comédie musicale et l'écriture des paroles des chansons. J'ai cru voir à la fin que c'était en partie vous. C'est moi. Et aussi je m'étais renseignée un peu avant et j'ai cru voir que c'était peut-être votre premier film où il y avait eu peut-être des courts-métrages avant. Et du coup je me demandais, c'est audacieux de faire une comédie musicale comme ça, et donc voilà, comment vous l'avez construit? Alors, bon, de toute façon, je n'ai qu'une étudiante de mon master de scénario, et il le sait déjà. Oui, c'est mon premier scénario. J'ai jamais rien écrit avant, en ce qui me concerne. Olivier, lui, il a fait l'IDEC, qui est donc l'ancêtre de la FEMIS. Donc lui, il avait fait des courts-métrages. Moi, le cinéma, j'y connaissais rien. Et c'est sans doute parce que j'y connaissais rien que j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai eu peur de rien, j'ai écrit, voilà. En fait, ça s'est fait par... C'est vraiment un film qui s'est construit amicalement. Voilà, j'avais rencontré une personne qui m'a dit « Ah, ce serait bien de faire une comédie musicale », donc j'ai édité le synopsis. Elle m'a fait rencontrer le producteur, qui est Seria Coriol, avec qui je travaille à nouveau, qui s'est enthousiasmé. Je me suis dit « Il est complètement con, c'est pas grave ». Non mais il faudrait... Déjà, vous le verriez aujourd'hui, Seria, on n'y croit pas qu'il est producteur. Mais à l'époque, il avait 25 ans, ça me faisait super rire, ça ressemblait à rien, quoi. Donc, mais moi, je venais, voilà, je suis prof, pour moi, je voulais être prof de fac. Je veux dire, le monde du cinéma, c'était ouais, à Cannes, parce que je suis niçois, et c'est des producteurs avec des cigares. Enfin, je veux dire, vraiment, ce petit zozo chez Chartier, je savais pas ce que c'est. Donc, je me suis engagé dans cette affaire. Voilà. Et effectivement, on avait dans la tête Jacques Demy, des choses comme ça. Et je sais pas comment dire, je faisais du chant lyrique à l'époque, donc j'avais pas de problème avec l'expression du chant. Franchement, je l'écris naïvement, mais vraiment naïvement. C'est-à-dire, alors, c'est vraiment, si vous voulez. Enfin, après moi, c'est comme ça, je pense qu'il faut faire une comédie musicale. C'est pas j'écris un scénario puis je mets des chansons. En fait, tout est venu ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait une absolue logique pour les plus grands moments, que c'était des moments qui étaient des moments chantés. C'est-à-dire que je les ai pensés comme ça. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait la Géraldine du Séropo, je savais qu'il y aurait la grande chanson de l'hôpital, je savais qu'il y aurait le garçon formidable. C'était dans ma tête, c'est comme ça. Et ça s'est construit autour des chansons. Après, il y en a qui sont rapportés, enfin, qui sont la vendeuse de bouquins, évidemment, elle ne joue pas un rôle nécessaire dans la dramaturgie, donc ça c'est différent, c'est des chansons qu'on fait rentrer plus tard. Et je sais pas quoi vous dire, vraiment, je sais pas, j'avais la bande son d'une chambre en ville en permanence que j'écoutais, donc ça c'est pareil, c'est Emmanuel qui me... Parce qu'à l'époque c'était un film qu'on pouvait plus voir, moi je l'avais jamais vu, hein. Et elle avait récupéré un vinyle, et elle m'avait fait une cassette. Et j'écoutais donc la cassette, et je connaissais pas une image du film, je l'ai découvert après avoir tourné Jeanne quand même, hein. Mais j'avais ça en tête, je connaissais très mal les parapluies, hein, j'avais vu une fois Les Demoiselles, et surtout j'avais vu Lola, qui n'est pas un film musical. Bon, Podane, Un homme infini de fois, oui, en VHS. J'adore mon côté vintage quand même. Et je sais pas, je me suis laissé aller, quoi. Mais d'ailleurs, moi je le vois, je vois qu'il y a des formes de naïveté, il y a des trucs que je n'oserais plus faire, des audaces même de raccords, de d'ellipses temporelles, enfin vraiment, en tout cas, je me pose pas de questions, et je dis quand même, c'est bien d'être jeune, quoi, et de ne pas avoir d'expérience. Et après, heureusement que j'avais pas d'expérience. Olivier, lui, oui, c'est comme je l'ai rencontré d'ailleurs pour ça, via le musicien avec lequel je travaillais déjà, et parce que Olivier a travaillé sur le dernier film de Jacques Demy. Et que Olivier a réalisé, lui, un court-métrage comédie musicale avec Bonafé, Anne Alvaro et Christian Millet. Voilà. Donc lui, techniquement, il savait comment on faisait, et c'était une des rares personnes sur la place de Paris à savoir. Parce que les plus grands, il y avait Sabine Mamou, bien sûr, mais Sabine, qui était la monteuse du film, qui est la monteuse des 3 derniers films de Jacques Demy aussi. Donc il y avait un très petit noyau de gens qui avaient travaillé avec Demy, et qui savaient encore. Parce que c'est un peu compliqué en fait, techniquement sur le plateau, le montage, ça, il faut vraiment pas faire d'erreur, parce que sinon derrière on a des gros soucis, quoi. Et ça, Olivier connaissait bien la chaîne, donc je l'ai rencontré pour ça. Bon, après il s'est passé une aventure longue de 20 ans, voilà, et on a fait pas mal de films ensemble, on continue, et je sais pas comment dire. Non mais je suis toujours moi-même émerveillé d'avoir écrit ça. Dans une espèce d'innocence totale, de folie, de jubilation. Je me suis énormément amusé à l'écrire, je dois dire.
Voilà, les chansons, me suis vraiment éclaté, je veux dire. Puis certaines des mélodies sont de moi, en fait. Voilà. Mais c'était pas le but du jeu. En fait, je les avais utilisées comme support pour moi. Et puis Philippe Miller a voulu les conserver. J'étais très honoré, mais voilà, pas toutes, mais certaines. Je suis assez fier, je peux dire. Mais après, j'en ai plus jamais fait. C'est un truc, je sais pas, c'était une fois. Mais si vous voulez écrire, hein, je le dis assez, il faut y aller, c'est tout. Il faut oser. Oui. Après, techniquement, je peux vous expliquer le plateau, le playback, tout ça, c'est passionnant. Hein, Bonjour. Bonsoir. Oui. Merci encore, c'était excellent. Je découvrais vraiment le film et tout. Ça tombe très bien qu'on parle d'écriture parce que j'étais grave sensible au fait que François et Jeanne, en fait, ils n'ont jamais capté que c'était le même gars. Mais j'étais persuadé qu'il allait se rendre compte à l'enterrement à la fin et non. Ah non. Et là, j'étais grave surpris. Pourquoi? Alors, déjà, là, en termes d'écriture, c'est du Jacques Demy tout pur. Hein. Ouais. Là, vraiment, sans aucune vergogne. C'est comme ça chez Jacques Demy, on se croise. Là, et effectivement, vous savez bien, vous avez tous joué au jeu de savoir si, à la fin de Demoiselles, oui ou merde, il monte dans le... tout le monde est sûr qu'il rentre dans le bon camion. Vous savez que j'ai appris récemment que Jacques Demy, dans sa première version, en fait, Maxence se faisait écraser par le camion. Bon, à côté, Jeanne, c'est de la rigolade. Hein, franchement, le mec, il vous fait 2h30 de film super joyeux et à la fin, crac. On l'a pas laissé faire. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et en fait, alors il y avait un truc politique. C'était clair et net. Vraiment, ok, c'est un film, c'est pas un film sur Act Up, ça je pense que tout le monde le comprend. Le film sur Act Up, c'est Robin qui l'a fait, voilà, 20 ans après. C'est un film d'Act Up. Je trouve que c'est vraiment différent. C'est-à-dire que moi, j'étais encore à l'association à l'époque, donc comment dire, c'est un film qui émane de l'esprit actopien et à la fois de son discours, etc. Et vraiment, après, c'est pas un tract. On écrivait d'autres choses. Hein, c'est pas un film tract en thèse. Pour moi, c'est une histoire. Je dois raconter une histoire. Et si j'avais le seul message stupide que j'avais à envoyer au spectateur, c'était la vie est belle, la sexualité c'est formidable, l'amour c'est extraordinaire. C'est pas parce qu'il y a le sida qu'on ne doit pas continuer à vivre, mais on doit se protéger. Parce que mourir, c'est vraiment trop con à 30 ans. Voilà. C'était vraiment ça. Donc l'idée, c'était que le film soit relativement joyeux, globalement joyeux, parce que plus il est joyeux, plus l'amour est désirable, et plus la mort est détestable. Et il s'agissait de rendre la mort détestable. C'est vraiment ça. Et donc, je ne voulais pas de consolation. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à la fin, on désespère les spectateurs. C'était ça l'idée. C'était évidemment qu'on attend cette rencontre, bien sûr. Mais imaginez, ils se rencontrent. Vous êtes soulagés. Voilà. Et je ne voulais pas de ça, on ne voulait pas de ça. Et on ne le voulait tellement pas que vous avez vu que c'est un grand plan séquence à la fin. Ça c'était vraiment Olivier qui était aux manettes à l'époque. Moi la réalisation je ne comprenais pas grand chose. Et donc il a l'air simple, enfin ça a l'air facile comme ça, mais franchement on a sorti une grue monstrueuse, c'était complètement dément ce truc. Pour sortir du crématorium, descendre les escaliers, ils partent et on retourne sur Virginie pour que ce soit en un seul plan. Parce que s'il y avait le moindre point de coupe, vous pourriez penser qu'il se passe quelque chose. Donc là, il n'y en a pas. Voilà. Et l'anecdote, Olivier n'est pas là, donc on peut le raconter, c'est que au moment du montage, il y a, je pense, un de nos financiers qui trouvait aussi sans doute que ça n'allait pas du tout. Il dit, mais quand même, vous pourriez peut-être faire en sorte que... Et Olivier l'a regardé de haut, il a dit, mais vous n'y pensez pas, c'est un plan séquence. Et le mec... Il n'a rien dit. Alors que, évidemment qu'on peut le couper. Hein, on le coupe et puis on monte. Il suffit de couper au moment où ils sortent du crématorium. Et puis on raccorde sur Jeanne qui arrive et puis on reprend et on sait qu'ils vont s'en montrer. Non mais c'était hors de question. Voilà. Et c'était vraiment... Je pense que ça nous a fait perdre des spectateurs, honnêtement. Parce que c'était un peu plombant, quoi. Mais comme c'était notre désir, je ne le regretterai jamais. Enfin, moi j'aime bien la fin. Mais Jeanne, elle va continuer la vie, elle est sous moi. Oui, bien sûr, non, mais évidemment. Non, mais évidemment, mais il n'empêche qu'on sort de la salle pas très consolé. Voilà. Enfin, à l'époque, il faut dire maintenant... D'ailleurs, ça c'est rigolo, quand je maintenant commencé à rencontrer pas mal de spectateurs qui l'ont vu il y a 25 ans, qui le revoient aujourd'hui, et évidemment, ils ne voient plus le même film. C'est-à-dire, la nostalgie, elle y est, ça sans doute,
Du coup, il y a quand même quelque chose de la tragédie qui s'est éloigné. Donc, il voit plus le côté solaire, je sais pas. Mais à l'époque, je l'assure, vous me parlez de Philippe Mongeau. Philippe, il a vu une des premières projections du film en cours de montage. Le film faisait 1h50, pas 1h37. Il est sorti, il m'a dit, écoute, c'est magnifique, mais franchement, c'est trop triste. J'ai dit, ah bon, d'accord. Donc, on est retourné au montage et on a réduit le film pour lui donner plus d'énergie. Parce qu'en 1h50, il était plombant, mais horrible, quoi. Si, je vous assure. C'est étonnant, mais il n'y avait pas de scène en plus, hein, c'est pas ça, c'était juste des choses un peu plus longues, ça prenait plus de temps, la dernière partie était plus lente, et du coup, la musique s'espacait. Du coup, on perdait cette énergie joyeuse de la musique, et c'était horriblement plombant. Si Philippe le dit, c'est que vraiment, ça devait être plombant, parce que franchement, il était habitué. Hein, Philippe, vous l'avez vu... on le voit à un moment, il passe. Alors dans la manif, mais surtout dans le local d'Act-Up, puisque c'est tourné dans le vrai local d'Act-Up de l'époque. Ouais, et globalement avec plutôt des militants de l'époque. Tant qu'à faire. Moi j'ai pu le faire. Robin non, on était tous trop vieux. Si personne n'a de questions à poser, je vais en poser encore une. Excusez-moi. Vous laissez pas faire. Désolé, je vous passerai le micro après. Je vais pas dire de bêtises, je vais essayer. Au fond, est-ce que ça a été une production importante pour l'époque au niveau financier? Au fond, c'est une question qui s'adressait plutôt à Monsieur Syriac-Oriol. Et d'autre part, ça a été tourné en combien de temps? Et deuxième question, et là je me tairai, promis, juré. Deuxième question, est-ce qu'il y a une petite chance que Malavida, plus tard, une fois que le film aura fait sa vie en salle, ressorte le film en DVD? Alors là, normalement, c'était prévu, c'est prévu. Hein. On va travailler, Lionel, pour avoir un Blu-ray. Mais bon, c'est plus cher. Alors, en termes de budget, c'est un film assez cher. Hein. En tout cas, pour un premier film, c'était beaucoup. Hein. Mon souvenir, on était aux alentours de 24 millions de francs. Donc, ce qui pour aujourd'hui fait un budget pas loin de 4 millions d'euros. Aujourd'hui, j'aimerais bien gagner à 4 millions d'euros, il n'y arrive plus. Donc, c'est un budget relativement conséquent. C'était pas monstrueux par rapport à la production cinématographique, mais c'était pour un premier film, c'était un premier film assez cher. Et il y avait quoi d'autre là-dessus? Oui, sur l'argent. Le tournage, 7 semaines, je crois. Je sais plus. Parce que comme on a réduit la voilure entre la première préparation et la deuxième, je crois qu'on était parti sur 8. Est-ce que c'est ça? Ouais, on était parti sur 8 semaines, on est revenu sur 7. On a un petit peu moins. L'enregistrement des chansons a mis beaucoup de temps, je crois. Alors, c'est oui et non. Non, pas tant que ça. Il y a une technique, comme on travaille avec... majoritairement c'est des non-chanteurs, sauf Élise bien sûr, mais la technique c'est qu'on fait 2 séances d'enregistrement. Donc il faut un peu de temps, mais c'est pas très long. Parce que la première, surtout quand vous n'êtes pas du tout habitué à être devant un micro, c'est très très intimidant. Hein. Moi j'ai essayé, c'est horrible. Hein. Parce que vous êtes tout seul, voilà, et vous n'avez pas de contact avec le compositeur, tout ça. Il faut vraiment être habitué. Donc en général, on faisait une première séance d'enregistrement et puis on revient 3-4 jours après parce qu'on est plus détendu et on fait quelque chose de mieux. Non, ça s'est fait en quelques semaines, non, ça va. C'était pas... Et les musiciens, c'est tous des grands professionnels, donc ça, eux, ils enregistrent à une vitesse folle. Et Élise, c'est une merveille. Donc voilà, avec elle, on peut faire ce qu'on veut. Élise, c'est celle qui est c'est la libraire, du coup? Non, Élise, celle qui double Virginie, en fait. Non, la libraire, c'est Emmanuelle Goisé, qui, elle chante beaucoup elle fait de l'opérette, des choses comme ça, elle est un peu spécialisée dans ce chant. Ah, bah oui, elle a une voix démente, Emmanuelle, oui, bien sûr. Ouais. Je l'ai écrit pour elle. Hein. Voilà. Le casting des musiciens se trouve quelque part, le guitariste notamment, par exemple? Ah oui, vous avez à la fin, vous avez tous les crédits musique avec absolument tous les instrumentistes. Non, j'ai une question, un détail. Le film se passe à Paris et elle lit Ouest France. Pourquoi? Ah. Mais ça, c'est des choses que nous, on se raconte. On s'est raconté qu'Olivier était breton. Voilà. Et qu'elle le sait. Après, le film ne le dit pas. Voilà. Et que donc, elle se dit que le seul endroit où elle pourrait trouver peut-être une notice nécrologique, c'est là. Voilà. Mais ça, c'est des trucs qu'on se raconte. Voilà. Je vois tous les délires qu'on s'est fait avec la costumière pour savoir qui était Olivier, quoi. Si vous regardez ses chaussures, vous verrez qu'il a des belles chaussures. Voilà. Il a des chaussures chics.
Il dit ben oui, parce que pour elle, c'était clair que c'était un garçon de province, un peu bourgeoise, puis qui était venu à Paris, qui avait déconné, voilà. Et donc, il reste de cette bourgeoisie la bonne paire de chaussures. Mais non, mais c'est vrai, on fait ça, quoi. Et après, bah, vous vous débrouillez avec ce qu'on se raconte. Hein. Alors, comme vous venez d'évoquer les costumes, je me demandais justement, alors c'est peut-être moi qui projette du Jacques Demy justement là où il ne faudrait pas, mais je trouvais qu'il y avait un code couleur qui correspondait pas mal à Demy aussi, surtout dans les premières scènes où vous avez toujours cette espèce de truc où les personnages portent les mêmes couleurs que l'arrière-plan ou que les décors, donc ça les rend un peu fantomatiques, notamment les sans-papiers. Et est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'il y avait une idée derrière ça? Et autre question qu'on voit d'ailleurs sur la photo derrière vous, est-ce que c'était volontaire le fait qu'on voyait les oreillettes? Est-ce que vous pensez qu'on les verriait pas? Est-ce qu'il y avait l'idée d'une suspension d'incrédulité chez le spectateur? Non. Et à vrai dire, je les ai revus, je les ai revus moi aussi à la Projo en 4K. Je pense qu'on les voyait pas vraiment. Alors, je veux dire, pourquoi ils n'ont jamais d'oreillettes, hein, parce que non, mais là il y en a. Non, il n'y a pas de retour parce qu'on travaille en direct sur le plateau, on balance la musique. Ce qui est un des trucs très joyeux de la comédie musicale, c'est que d'habitude quand vous êtes sur un tournage, alors sauf ceux qui sont très proches, les ingé sons, les Bergman qui sont vraiment là, ils savent ce qui se passe, mais tout le reste de l'équipe, ils voient s'agiter des gens, mais ils sont pas là, quoi. Là, avec la comédie musicale, c'est génial, on balance, tout le monde participe, enfin, il y a un truc très joyeux. C'est parce qu'en fait, dans cette scène, on a tenté un truc qui était notre fantasme, qui était de faire du son direct. Voilà. Donc pour ça, il fallait bien qu'ils aient un retour, un clic, et sinon c'était pas possible. Bon, ça n'a pas très bien marché. Voilà. C'est le fantasme de faire du son direct. C'est le truc de jeunes réalisateurs qui pensent que c'est tellement bien de faire des plans séquences et du son direct. À la fin, le playback c'est beaucoup mieux. Hein. Moi je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup mieux techniquement pour mixer et tout. À la fin, et donc j'ai oublié. Ah oui, les costumes. Alors, notre rapport avec Jacques Demy, il était compliqué, en fait. Enfin, c'est-à-dire, il n'était pas du tout compliqué. C'est-à-dire qu'Olivier et moi, on s'en fout, on adore Jacques Demy, on est prêt à foutre des hommages partout, mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a peur, surtout à l'époque, parce qu'on se dit qu'on va se faire taper sur les doigts. Parce que, Demy, quoi. Vous n'avez pas honte d'oser vous affronter à un monstre comme ça du cinéma, surtout qu'il était mort depuis seulement 8 ans, quand même. En fait, on avait tort d'avoir peur. On a compris au moment du film qu'on n'était pas les seuls à être dans ce regret et que le fait de faire ressortir quelque chose de cette esthétique, ça fait plaisir à une énorme partie de la critique, ça c'est sûr, et aux spectateurs qui sont venus le voir, ça c'est sûr. Alors, comme le film a eu une histoire un peu compliquée, en fait, normalement, il devait se tourner en hiver. Alors, on avait calé plutôt fin d'hiver, début de printemps, parce que l'idée c'était fin d'hiver et que ça finissait. Dernière partie, c'était au printemps. Et donc, on n'était pas du tout parti dans des couleurs demi. Hein. On a fait une première préparation, on avait commencé à faire les costumes, et c'était tout au contraire, des bruns, c'était très beau, hein, mais c'était complètement hivernal et automnal. Voilà. Pour des raisons, donc, bref, passons. On a décalé, et on se retrouve à tourner en plein été. Moi, franchement, j'étais traumatisé au départ. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un film de plein été, vous voyez bien que c'est un film sombre et tout. On m'a dit, mais non. Alors, ça va être très bien. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix, faut tourner. Et là, la costumière, elle arrive et dit, bon, maintenant, on va arrêter avec les conneries, hein, on va mettre des couleurs. Et elle commence à nous sortir des trucs de couleurs et tout. Et évidemment, c'était pas difficile avec nous. Hein. On nous sort du orange, c'est direct. Hein. Oui, orange, moi, je prends tout de suite. Mais après, non, alors après, sur le rapport avec le décor, sur le décor de Jet Tour, ce qui est vraiment rigolo, c'est que ce décor, il existe. Hein. D'accord. Ouais, on ne l'a pas touché. C'est un décor réel. Et donc, ce grand mur bleu, oui, il était là. Parce que nous, quand on l'a vu, on s'est dit, waouh, on n'aurait jamais osé. Du coup, oui, la costumière s'est amusée à travailler soit le bleu pour la fonte, soit des complémentaires avec l'orange, justement de travailler quelque chose comme ça. Mais après, oui, bien sûr que le film était très travaillé sur les couleurs tout le temps. Vraiment. C'est vrai que Virginie a pas mal de rouge quand même. La boîte de tango, ça va, mais pour être rouge, c'est rouge. Hein, c'est vraiment, on n'est pas allé de main morte. Mais. Oui, après, oui, j'adore hein, chez Demy la correspondance. C'est pas de la même nature. Ah non. Voilà. Mais donc nous, on travaille. Bon, quand même, tous les intérieurs sont des intérieurs studio. Enfin, on a fait ça dans un hangar. Hein. On n'avait pas les moyens de s'offrir un studio, même à ce prix-là, de film. Donc tout est fabriqué, mais nous, on aime bien travailler avec le réel quand même.
C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a ce mur bleu qui était là qu'on a chopé les couleurs et qu'on les a mises. Ouais, j'adore la démarche de Demy, mais en même temps, c'est vraiment pas la nôtre. Nous, on aime se plonger dans le réel. Vous voyez, on tourne à Ivry-sur-Seine, dans des endroits qui sont, voilà, on peut ne pas les aimer. Moi, j'adore voilà, le côté moderne, un peu crasseux. Voilà, de même qu'on est allé tourner le quai de Seine, le bassin de la Villette, qui à l'époque était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Hein, c'était quand même un peu plus excentré, un peu moins branché. Il n'y avait pas les craqueux, c'est vrai, mais c'était un peu, le soir, c'était un peu crasseux, quand même. Mais voilà, et on avait envie de ça, quoi. On avait envie de l'inscrire dans une modernité, et nous, voilà, de projeter, mais pas de repeindre les façades, par exemple, ça ne m'a pas traversé l'esprit. Non, mais je me demandais si ça avait simplement s'il y avait une correspondance avec peut-être une idée des personnages, et forcément les costumes, et le fait que ça s'accordait avec les Bah ouais. Ça, bah, toujours. Toujours, non mais toujours, enfin je veux dire évidemment qu'on travaille, puis après on peut travailler, on travaille les chromatismes des séquences, voilà, avec la costumière, le décorateur, mais ça on le fait même sur nos autres films, on l'a fait, hein, c'est vraiment, sauf que là c'est plus voyant parce que c'est des couleurs souvent assez primaires, franches, et puis qu'on cherchait ça, mais dans d'autres films on continue à faire des, je me rappelle bien une fois, je crois que c'était sur l'arbre et la forêt, et il y a une scène de famille dans un salon comme ça, et je crois que c'est l'assistante qui me dit quand même c'est vachement joli les raccords de couleurs. Je dis tu crois quoi? Parce que le décorateur il arrive avec son canapé là, il dit regarde j'ai ça, et après on accorde évidemment, mais là c'est voyant, puis à la fin on le fait d'une façon qui est plus enfin ça se voit pas, c'est une harmonie qu'on cherche. Oui, après oui les scènes elles sont quand même travaillées aussi en fonction des émotions, on cherche des couleurs, tout ça, oui. D'accord, merci beaucoup. La scène où Jacques Bonafé et Virgile Legoyen sont ensemble au bord du canal, ça a été tourné au bord du canal de la Villette. Ouais, le bassin, ouais. En plein été, avec des travaux. C'est pas un très bon souvenir. Depuis tout à l'heure, vous parlez de mi-père, mais à quel moment Mathieu arrive sur le film? Ça, c'est la question. Mais vous avez raison, c'est une vraie question compliquée et politique. On peut en parler. Bon, je reprends. On avait eu un premier casting, mais tout le monde est au courant, plus ou moins. Passons. Et on est re-rentré en casting, bon, puisque on cherchait une nouvelle distribution. Mathieu, il connaissait notre producteur. Parce qu'il a tourné un film avec lui, qui est un Théo Sahara, inspiré de Paul Bowles. Et en fait, Mathieu savait qu'on était en train de chercher un rôle masculin. Et il a posé la question à Cyriac, il a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi pas moi? Pourquoi ils ne me rencontrent pas? Ils sont en train de faire une comédie musicale et ils ne me rencontrent pas. Donc c'est Cyriac qui est toujours aussi naïf. Voilà. Il vient me voir et il dit, mais pourquoi vous ne rencontrez pas Mathieu? Je dis, mais t'es con quoi? Enfin, Mathieu, son père est mort du sida il y a 5 ans, personne ne le sait. C'était un tabou total sur la place de Paris. On n'avait pas le droit de le dire. On n'avait pas le droit d'évoquer la bisexualité. Mathieu n'est pas là, mais je dis bisexualité de Jacques Demy. Je dis, mais t'es malade ou quoi? Je ne vais pas demander... je trouve ça dégueulasse. Je ne vais pas demander au fils de Jacques Demy qui est mort du sida de jouer le rôle d'un séropositif qui est mort du sida. Je veux dire, c'est no way. Voilà. Et donc évidemment qu'il l'a dit à Mathieu. Et Mathieu a dit, j'ai envie de les rencontrer. Voilà. Et en fait, on a eu une... Non, mais on a eu un tête-à-tête au café super émouvant, où il nous a dit, écoutez, moi, ça fait quelques mois que Agnès m'a dit la vérité, donc j'ai très envie de faire le film. Voilà. Alors, à partir de là, moi, il n'y avait plus de problème, je veux dire, j'avais plus de problème moral avec ça. On a fait des essais, il était ultra convaincant. Et après, on s'est dit, mais évidemment que c'est génial, parce que la question du rapport à demi, voilà, elle est réglée. Elle est réglée. C'est-à-dire, vraiment, plus personne ne va nous emmerder avec ça. On assume, on met son fils au générique, tout va bien, quoi. Vraiment, Et après, quand même, quand le film est sorti, moi, j'avais un peu peur, j'avoue. J'avais un peu peur d'une réaction peut-être hostile, possiblement, pas des spectateurs, parce que les spectateurs, ils s'en foutent de cette histoire, mais peut-être d'une partie de la presse. Ils ont été très fair-play, ils n'ont jamais posé de questions par rapport... Parce que tout le monde savait qu'il ne fallait pas en parler, de la maladie de Jacques. Et ça s'est bien passé, quoi. Mais on avait eu droit à un briefing avec l'attaché de presse, comment on répond, si on vous attaque là-dessus, etc. C'était un peu... On était un peu sur des heures, quand même. Mais c'est vrai que c'était bizarre, quoi. Bon, après, j'espère que vous le savez tous, que
Enfin, si Agnès Varda ne l'a jamais dit, c'est parce que Jacques Demy lui avait demandé de ne pas le dire. C'est pas elle qui a caché. C'est pas, voilà. Elle avait sans doute des défauts, Agnès, mais là non. Elle a juste respecté la demande de Jacques Demy jusqu'à la mort de la mère de Jacques Demy. Il voulait pas que sa mère le sache. Voilà. C'était évidemment un secret de polichinelle, j'imagine qu'elle le savait. Mais voilà, elle a respecté jusqu'au bout cette demande. Bon, voilà. Si vous explique quand vous regardez les films d'Agnès Varda sur la maladie de Jacques, l'évolution, c'est-à-dire le fait qu'elle n'en parle pas du tout dans Jaco de Nantes, ce qui nous avait irrité à l'époque, je n'avais pas compris pourquoi, et pourquoi elle en parle après, clairement. Mais après, comme j'ai rencontré Agnès, elle nous a dit que quand elle avait filmé la main de Jacques Demy, pour elle, c'était évident. C'était ça qu'elle voulait raconter dans Jaco de Nantes. Que les gens comprennent et sachent, voilà, sans mettre les mots dessus. Ouais, c'est une histoire assez triste, il faut le dire. Mais je vous plombe définitivement. Hein, non mais le truc joyeux, c'est quoi? C'est vrai que quand le film est ressorti, on dit il a 25 ans et tout, bah, la première chose à laquelle j'ai pensé, il se trouve que Rosalie Varda m'a demandé d'écrire Meuf, c'est vraiment une toute petite notule sur les demoiselles ont eu 25 ans. Puis plus il y a une expo Varda qui va avoir lieu à la rentrée. Et je me suis dit, ouais, bah, moi ça fait 25 ans, mais je suis vivant, quoi. Quand les demoiselles ont eu 25 ans, Jacques Demy était mort. Enfin, voilà, Françoise Delriac était morte. Et vous, je sais pas si vous connaissez ce film, c'est un film d'une immense tristesse. C'est-à-dire vraiment, elle est là, elle célèbre la joie, il y a tout Rochefort qui est joyeux et tout. Puis en fait, derrière, elle est complètement juste hantée par la disparition de Jacques, quoi. Et de l'autre côté, il y a Catherine Deneuve, qui elle est complètement hantée par la disparition de sa sœur. En fait, c'est un film super plombant, quoi. Mais, voilà. Et je me dis qu'on en avait de la chance. Vraiment. On était encore là et on pouvait assister à ça. Parce qu'il aurait eu mon âge, hein. Enfin, il est mort, il était plus jeune que moi, en fait. Alors, je vais essayer de m'exprimer. Je suis très émue, donc ça va peut-être être un peu difficile. Je voulais vous dire merci, un grand merci pour ce film et tous les suivants. Merci. Que ce film, je l'ai vu il y a 25 ans, complètement par hasard au MK de Quetzen. Donc, évidemment. Voilà. Il était au Quetzen, oui. Sur le lieu où il était en partie tourné. C'est un film qui, je pense, je peux le dire, a changé, peut-être pas ma vie, mais ma vision de la vie. À la fois sur des aspects de conscience politique que c'est venu confirmer, de liberté et d'urgence de vivre ici. Est-ce que j'avais 25-6 ans à l'époque et voilà, ça m'a fait basculer dans autre chose. Et donc, un grand merci pour tout ça. J'ai vu, alors, moi aussi, j'ai le DVD, j'avais la BO qu'on m'a volée, donc j'étais désespérée qu'on m'ait volé la BO. Je pense que j'avais vu au moins une trentaine de fois, peut-être plus. Mais c'est seulement la deuxième fois sur grand écran, et voilà, c'est très très émouvant. Et alors, j'ai une petite question quand même, encore une fois, merci. Alors je sais qu'on est là pour parler de Jeanne, mais est-ce qu'il y a un projet en cours ou à venir? Bon, déjà, merci beaucoup, mais vous m'investissez d'une responsabilité énorme, ça me terrifie. Non, parce que je suis très heureuse, tout va bien. Non, mais je sais, après, je vais pas jouer les modèles, je suis très content de ce film, je suis très fier, je le revois, je me dis, ouais, quand même, on a été très fort à l'époque. Mais je vous comprends, moi, il y a des films qui changent ma vie, et je n'arrive toujours pas à intégrer que j'ai pu produire ça chez d'autres. Voilà. Pour moi, ça paraît totalement extravagant parce que je me connais, quoi, c'est tout, et je ne me trouve pas à la hauteur de ce que vous celui-là avez et les vu. suivants, parce que c'est aussi... Oui, c'est bien les suivants, je suis d'accord. Alors, mais celui-là, ouais. L'avenir n'est pas si simple, voilà. De toute façon, ça fait combien de mois que j'ai fait 12 manifestations pour la retraite à 60 ans, donc je devrais me mettre à la retraite. Hein. Non, vous savez, d'abord, on n'a jamais eu vraiment de gros succès publics, donc ça ne rend pas pour nous très facile la production des films. On s'est un peu volontairement mis de côté sur les 2 derniers films en disant ils nous font chier avec leur argent, on va faire des films sans fric. Mais bon, on le paye un peu après. Il y a eu la crise du Covid qui a quand même été très compliquée, qui est mortelle pour le cinéma RSC. On peut en parler au directeur de salle. C'est-à-dire que voilà, les spectateurs RSC ont un peu disparu. Donc du coup, oui, on a des projets. J'en suis au 3e que j'écris qui se fait pas. Là, je suis sur un projet que j'essaye quand même de faire parce que j'aimerais faire, j'y crois à mort. Même si c'est pas très joyeux. Enfin si, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a au centre, il y a vraiment un truc assez tragique. Mais en même temps, c'est vraiment un film très, plus un peu fantastique, un peu poétique. Enfin bon, et très, j'espère assez sexuel et très solaire parce que ça doit se tourner à Tanger.
Voilà, mais je vous promets rien, hein, c'est difficile. Voilà. Mais je ne suis pas du tout désespéré ni aigri. Voilà, voilà. D'abord, on en a fait 9, c'est déjà énorme. J'ai des étudiants trop sympathiques avec qui je passe de bonnes semaines à l'interne, donc tout va bien. C'est pas... Mais bon, si, j'ai envie de continuer, mais voilà, c'est dur. Mais on n'est pas les seuls, hein, enfin, vraiment, c'est pour tout le monde un peu compliqué. Ben, on se dit peut-être que la ressortie de Jeanne, ça va nous aider un peu. Que peut-être les gens comprendront maintenant quand on fait les projets, ils recomprendront un peu mieux ce qu'on propose. Voilà. Parce que c'est vrai que le mélange de la gravité et de la légèreté, ça passe mal. Hein, et pourtant. Ouais, mais c'est pas, je sais pas, dans l'écriture de scénario, n'est-ce pas, c'est pas très à la mode. Hein. Il faut faire des films monocolores. Hein, il faut faire un truc, il faut traiter son sujet, il faut aller au bout. Ça me fatigue. Non, mais aujourd'hui, je ne veux même pas ce qu'on nous dit à l'avance sur recette avec ça. Quoi. Je veux dire, vous ne traitez pas le sujet. Quel sujet Et croyez pas, ça n'a pas été facile à monter. Hein. C'est pas non plus. Ça n'a pas été très difficile. Pas, il a fallu le vendre. Hein, quand même. C'était une aventure. Mais comme, encore une fois, je dis, moi, je ne savais rien à l'époque, donc je pensais que c'était normal. J'ai tout trouvé normal hein, sur ce film. Jusqu'à l'épuisement total à la fin. J'étais rincé. Et puis quand j'ai fait le suivant, je me suis dit, ah non, quand même. Non, on peut faire des films moins fatigants quand même, un peu moins lourds, un peu moins compliqués, un peu moins stressants aussi, parce que ouais, c'était stressant quand même. Puis c'était l'époque du 35 mm. Hein. N'ayez aucun regret des jeunes, d'accord? C'est joli, c'est vintage, mais franchement... Et les Nagra bande. On va pas parler techniquement, mais lancer des playbacks, c'était chiant. On avait trouvé une innovation technique géniale, le mini-disque, c'est pour les vieux. Voilà. Ça arrivait à démarrer à peu près là où on voulait, mais pas toujours. Alors quand vous tournez justement la grande scène du canal, où évidemment Olivier à l'époque, il ne rêvait que de plan séquence, vous avez vu la scène, complètement furieuse. Il y a un moment où je ne sais plus combien c'est le travelling, mais c'était monstrueux, en plus il faisait chaud, il s'est mis à grincer, hein, il faisait trop chaud, donc ça faisait... Donc on a été obligé de refaire tout le son direct, c'est malin. Mais alors, vous faites le son direct, là, comme ça, et puis après il y a la chanson qui doit démarrer, et là, le mini-disque ne démarre pas. Et là, tout le monde pleure. On vient de tourner 3 minutes, et il faut tout recommencer. Quoi. On l'a fait je sais pas combien de fois. C'est le genre de misère qu'on n'a plus aujourd'hui, quand même. Ça, c'est sûr qu'avec le numérique, ça démarre. Mais c'est rigolo, enfin, il y a un truc folklorique. Non, mais ça faisait vraiment cinéma, c'est vrai, les magasins, tout ça. On y croyait. Aujourd'hui, ça fait moins cinéma. C'est un peu... Vous avez le droit de crier grâce aussi. Hein. Oui. Oh, oui. Moi, je suis là. Laurent. Oui. Est-ce que vous avez coupé des scènes? C'est oui, lesquelles? Alors, est-ce que des scènes ont été coupées? Alors, est-ce qu'on a coupé des scènes entières à proprement parler? Je crois pas. J'ai pas souvenir d'avoir retiré un gros morceau. Des bouts de scène, oui, ça c'est sûr. Des scènes de transition, ça on a des petits regrets, mais bon, on nous a un petit peu forcé la main parce que, comme disaient les distributeurs, globalement on n'aimait pas beaucoup la chorégraphie. Ça, ils n'étaient pas très intéressés en gros par la chorégraphie contemporaine, parce que il faut voir, donc la chorégraphie elle a été faite par Sylvie Giron, qui était dans la compagnie de Dominique Bagoué, ça doit dire quelque chose, un plus ancien, c'est un des plus grands chorégraphes des années 90. Merci Fred. Et donc on avait fait ce truc qu'ils détestaient, c'est qu'on a choisi des danseurs qui ne sont pas des danseurs. Enfin, je veux dire, c'est tous des danseurs, hein. Ceux qui dansent derrière, mais ils n'ont pas des physiques de danseurs, ils sont un peu bizarres, ils sont trop grands, voilà, ils sont trop petits, enfin, voilà. Et en fait, ils ne comprenaient pas. Vraiment, ils ne comprenaient pas. Donc ça, on a coupé malheureusement des choses que moi j'aimais beaucoup, des espèces de sorties de jet tour un peu démentes où ils se mettaient à danser, enfin, des trucs comme ça. Mais non, j'ai pas souvenir qu'on ait vraiment coupé de scène. Bon. On a bougé des scènes, oui. Par exemple, je pense l'entrée du personnage de François, de Bonafé, et on l'a anticipé en fait. Parce que moi, à l'écriture, à l'écriture, j'aurais trouvé ça trop signifiant. C'est-à-dire, je préférais qu'elle rencontre d'abord Olivier, puis après, elle parlait avec François. Là, on l'a mis avant. À l'écriture, j'aurais trouvé que ça faisait un peu genre, allez, on annonce, et en fait, ça marche mieux. Voilà, c'est un peu...
Mais c'est des choses comme ça qu'on a faites. Et parfois, bien sûr, raccourcir à l'intérieur des séquences. Mais en même temps, vous avez vu quand c'est tourné, hein. C'est plan séquence, hein. C'est beaucoup de plans séquences. Donc, on n'avait pas tellement de marge de manœuvre pour couper non plus. Hein. C'était même très très serré. La folie des jeunes, quoi. Non, mais vraiment, enfin, genre, on va faire des plans séquences, c'est joli. Puis quand vous arrivez au montage, dites, peut-être si on avait fait, tu vois, un gros plan, là, ça aurait pu aider pour monter la scène, quoi. Enfin, en même temps, on croyait, et moi je continue à y croire, à l'importance de la performance. Je veux dire, je pense qu'il y a, surtout au moment quand ils chantent ou quand ils dansent, que les plans soient assez longs. Voilà, parce que quand c'est trop monté, moi ça ne m'impressionne plus. Voilà. Alors que là, de voir comme si les choses, comme voilà, de capter un moment de vie et de l'accompagner, je trouve que là, ça en jette. Un petit mot, Fred, Oui, partir. C'est juste que j'habite de l'autre côté de la capitale. Là, je vais rentrer. En tout cas, c'est comment dire, ce film m'a fait plaisir parce qu'il n'y a rien de lourd malgré la difficulté de connaître cette maladie. Non, ça n'ira pas plus bas, c'est bon. Il y a une légèreté qui est bonne à apprendre. Vraiment. Voilà, et merci d'être venus quand même plutôt nombreux. La salle était pleine tout à l'heure, pas mal. Oui, merci à vous tous. Merci beaucoup d'être venus. Partage de temps avec nous. Je sais pas si vous voulez comparer, ça vous amuse, le scénario il est en ligne. On le trouve sur la scénariothèque des lecteurs anonymes. Ils me l'ont demandé, je leur ai donné, et j'ai été très honnête, c'est le scénario de tournage. Donc je suis allé chercher dans mes archives celui qu'on a distribué à l'équipe. Peut-être que j'y ai déplacé quand même la scène, je ne sais pas, c'est possible. Mais en tout cas, il y a un texte de présentation où je dis ce que j'ai fait, et c'est vraiment le scénario. Moi, j'en ai donné 3, il faudrait que j'en donne d'autres, mais bon, j'ai un peu oublié. Et je pense que c'est vraiment intéressant, enfin, je le fais un peu aussi pour les élèves de scénario, comme ça. Parce que justement, c'est des scénarios dits de tournage, ceux qu'on distribue à l'équipe, comme ça, on peut les comparer au film et voir ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est le truc dans l'enseignement d'écriture de scénario qu'on ne peut pas transmettre. C'est voilà, comment on passe d'un texte écrit à un film, il se passe des choses, mais quoi, comment, on ne sait pas comment les anticiper. Vraiment du mal à les anticiper. Mais cela dit, c'est vachement bien, là, ceux que ça intéresse, les scénarios sur le site des lecteurs anonymes. En général, c'est pareil, c'est publié de façon très honnête, et c'est toujours introduit avec un petit texte où les auteurs expliquent quelle version ils publient. Voilà. J'ai même lu un truc d'un film d'horreur dont j'ai oublié qu'il n'était pas très bien, et j'ai lu le texte de présentation où carrément ils disent, bon bah nous on vous donne notre version, parce que celle qu'on a tournée, elle est naze, c'est nos producteurs qui nous ont contraints. Non mais je trouve ça super, c'est l'honnêteté incroyable du truc, et se dire, ouais c'est bien, voilà ce que nous on voulait tourner, et on nous a fait tourner autre chose, et on n'est pas content. Le film tel qu'il est très bien. Je trouve, en opinion. Il y en a qui n'ont pas mangé sans doute. Là, je me sens très coupable. Moi, je reste tant qu'on me demande. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu. Une vie. Merci beaucoup. De générosité, je dirais. Olivier était impressionné par les 100 spectateurs, mais il en a 50 quand même à Sifour, donc il était assez content. Voilà, parce que Sifour, il faut le faire. Ben, merci, bonne soirée. N'oubliez pas, le film est encore en plein programme jusqu'au moins mardi. Mercredi prochain, ce serait bien, mais je dis ça comme ça. Quelques séances au Quetzal. Voilà, donc il est ici jusqu'à mardi. Et possiblement ensuite. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.